Quand tu fais des animations astro, est-ce que les gens connaissent autre chose comme constellation que la Grande Ourse? Eh bien non. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'est une constellation. Pourtant, des constellations, il y en a beaucoup. T'as raison. Je suis Fabien. Je suis Jean-Marc. Vous êtes sur Astro Big Bang et aujourd'hui, on va vous expliquer les constellations. Effectivement, des constellations, il y en a beaucoup. Non. Officiellement, parce que c'est un organisme qui s'appelle l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, qui existe toujours, qui entre 1922 et 1930, 1922 pour décider en gros des noms des constellations, et jusqu'en 1930 pour définir leurs limites, a donc établi que nous avions entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud 88 constellations. Sur ces 88 constellations, sous nos latitudes, donc en France, il y en a 46 de visibles au fur et à mesure des périodes de l'année. Mais est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qu'il y avait avant comme constellation? Eh bien, avant que l'UAI fixe une fois pour toutes le nom et la délimitation des constellations, toutes les civilisations de la Terre avaient leur propre constellation. Imaginons par exemple les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques ou les Inuits, ils avaient des constellations différentes. Donc ce n'étaient pas les mêmes croyances, ce n'étaient pas les mêmes héros, ce n'étaient pas les mêmes animaux ou les mêmes personnages qu'on retrouvait dans le ciel. Il existe même certaines civilisations où les constellations n'étaient pas dessinées par des étoiles, mais par des formes dans la Voie lactée. C'est le cas notamment dans l'hémisphère sud où une tache sombre, un nuage de poussière apparaissant dans la Voie lactée, dessine la forme d'un lama. Alors on l'a dit tout à l'heure, quand on est en animation, en soirée, c'est vrai que bien souvent les gens ne savent pas ce qu'est une constellation. Et donc je serais curieux de savoir, pendant de ton côté, tu expliques ce qu'est une constellation. Une constellation, c'est un groupe d'étoiles voisines sur la sphère céleste, représentant une figure à laquelle on a donné un nom. Sur les cartes du ciel, les constellations sont délimitées par des lignes pointillées qui rappellent un petit peu les régions sur une carte géographique. Et à l'intérieur de ces délimitations, on trouve des dessins formés par les étoiles les plus brillantes et que les hommes ont transformés en animaux, en personnages ou en héros de leur mythologie. Alors, on a des constellations, on sait qu'elles existent depuis très longtemps. Et peux-tu nous expliquer à quoi elles servaient? Bien, les constellations, tu vois, elles servaient à différentes choses. Les hommes, comme tu viens de nous l'expliquer, ont inventé ces formes dans le ciel, ce sont des étoiles qu'ils ont un petit peu comme ce jeu où on relie les points entre eux pour inventer ces. Alors il faut bien imaginer qu'à l'époque, notamment, eh bien, on n'avait pas des loisirs comme aujourd'hui, on n'avait pas YouTube par exemple, et que bien les constellations, c'était également très bien pour pouvoir raconter des histoires, pouvoir mettre des légendes, de la mythologie. Finalement, ces constellations, c'est un petit peu une espèce de livre qu'on a dans le ciel. On pourrait sauter de constellation en constellation en racontant les histoires du ciel. Donc ça avait cette vertu, voilà, de faire passer des légendes, des messages, la mythologie. Et c'est un moyen, voilà, également de transmettre la culture d'une civilisation de génération en génération. Ces constellations avaient également, au-delà de cet aspect à raconter des histoires, avaient également pour fonction de permettre de se repérer au cours d'une année. Parce que très tôt, les hommes ont remarqué que l'on ne voit pas les mêmes constellations en été, l'automne, l'hiver et au printemps. Le ciel se déplace maintenant. Et selon les constellations qui étaient visibles dans le ciel, eh bien, on pouvait savoir à quel moment de l'année on était. Par exemple, c'était très utile en agriculture. Tu sais certainement, à titre d'exemple, que les Égyptiens avaient remarqué que Sirius, quand il commençait à la voir apparaître au mois de juin, 2-3 heures avant le lever du soleil, ça correspondait au moment de l'année où on approchait des crues du Nil, les crues du Nil qui, en débordant, allaient fertiliser les berges et donc on allait pouvoir cultiver. Donc important pour l'agriculture. Et puis naturellement, c'était aussi important pour la navigation maritime pour pouvoir se déplacer. Donc oui, beaucoup de constellations. Certaines sont plus connues que d'autres. On a dit la Grande Ourse. Il y en a d'autres que beaucoup de gens connaissent. C'est lesquelles pour toi? Alors, les gens connaissent effectivement tous la Grande Ourse. La Petite Ourse également. Beaucoup de gens connaissent Cassiopée, sans savoir vraiment ce que ça représente. On a quelques personnes qui connaissent le cygne, la lyre. Et puis évidemment, tout le monde connaît les constellations du zodiaque. Les constellations du zodiaque correspondent au signe du zodiaque. Alors attention, c'est de l'astrologie, on ne va pas aborder cette question au cours de notre exposé d'aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir plus tard pour donner notre avis d'astronome sur l'astrologie. Et puisqu'ils connaissent ces constellations du zodiaque, ils connaissent de nom. Oui, ils les connaissent de nom, ils ne savent évidemment pas les retrouver dans le ciel. À part la Grande Ourse et Cassiopée qui sont vraiment très faciles à reconnaître. Orion en hiver également. Alors revenons sur la représentation des constellations dans le ciel. Est-ce que les étoiles sont vraiment liées physiquement ou pas du tout? Alors tu as raison de me poser cette question parce que c'est une vision qui est faussée. Une vision qui est faussée dans la mesure où le ciel, tel qu'on le voit au-dessus de nos têtes, on a une vision finalement plane des choses. On n'a pas d'effet de perspective, on n'a pas de vue tridimensionnelle. Et si on prend cette fameuse Grande Ourse,
que tout le monde connaît. On a l'impression que les étoiles sont bien les unes à côté des autres. Les gens pensent les voir l'une à côté de l'autre, mais en réalité, elles sont très distantes les unes des étoiles. Donc c'est une vision fausse que l'on a qui nous trompe, et non, très clairement, les distances entre les étoiles sont importantes par rapport à la représentation qu'on a dans les constellations. Rajouter une dernière chose, c'est que toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu et qui forment ces constellations font partie de notre galaxie, la Voie lactée. On ne voit pas à l'œil nu d'étoiles appartenant à d'autres galaxies que la nôtre. Tu as tout à fait raison. Je vais même aller un petit peu plus loin, c'est que ces étoiles que nous voyons qui forment les constellations, c'est des voisines. C'est vraiment le proche voisinage. Et ces constellations, finalement, on peut les voir tout le temps? Alors non, on ne peut pas les voir tout le temps. Si on regarde par exemple le ciel tous les soirs à la même heure, au cours de l'année, on va voir les constellations se décaler petit à petit. Donc on va diviser le ciel en 4 parties. On va avoir les constellations du ciel d'automne, puisqu'en ce moment on est en automne, donc on va commencer par ça. On va avoir ensuite les constellations du ciel d'hiver qui seront différentes, celles du printemps et celles d'été. Donc les 4 grandes saisons vont avoir des constellations emblématiques. Par exemple, dans le ciel d'automne, on va trouver la constellation d'Andromède, la constellation de Pégase, par exemple. Dans le ciel d'hiver, on va avoir Orion, les Gémeaux, le Grand Chien avec l'étoile Sirius. Le printemps, on aura plus des constellations comme le Lion, la Vierge ou la Grande Ourse qui sera parfaitement visible au zénith. Et dans le ciel d'été, que la plupart des gens connaissent parce qu'ils observent le ciel en été quand il est chaud, on va avoir le Sagittaire, l'Aigle, le Cygne, la Lyre, la constellation d'Hercule, le Scorpion. Alors, on a vu qu'on avait des constellations pour chaque saison, mais également au cours de la nuit, quand la Terre tourne sur son axe, eh bien les constellations se déplacent dans le ciel. Il y a les constellations qui se lèvent à l'est, celles qui culminent au sud et celles qui se couchent à l'ouest. Donc on constate que certaines constellations sont visibles pendant une portion de la nuit, et pas tout le temps finalement. Mais il existe cependant quelques constellations qui sont visibles toute l'année et toute la nuit. Oui, on a des constellations qui se lèvent, culminent, se couchent, comme le soleil d'ailleurs. Eh bien, on a des constellations qui, elles, sont visibles toute l'année et à n'importe quel moment de l'année. Ces constellations, ce sont celles qui sont proches de l'étoile polaire, dont on aura l'occasion de parler plus tard dans une prochaine vidéo en détail. Ces constellations proches de l'étoile polaire, on dit que ce sont des constellations circumpolaires. Elles tournent autour de la polaire. Alors bien sûr, on va retrouver avec l'étoile polaire la constellation de la Petite Ourse, on va avoir la Grande Ourse, on va avoir Cassiopée, on va avoir une constellation qui s'est faite, on va avoir la grande constellation du Dragon également, par exemple, qui sont des constellations circumpolaires, donc visibles à n'importe quel moment de l'année. Donc voilà pour ce qui est des constellations qui ne se couchent jamais. Je crois ne pas en avoir oublié, du moins. Non, c'est bon, c'est parfait. Alors, ça me fait penser à quelque chose, un sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo et qui concerne les constellations circumpolaires. On vous apprendra à les photographier. Et avec un simple appareil photo, on vous apprendra à mettre en évidence le mouvement de rotation de la Terre, un petit peu comme sur cette image du Mont Saint-Michel. Maintenant que vous savez ce qu'est une constellation, eh bien, dans les prochains épisodes, ça va vous intéresser, je pense, on va vous apprendre à les repérer et à les observer. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt sous les étoiles.